Bonsoir. J'ai compris. Oui, tout à fait. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle soirée thématique du dispositif Médecine Générale et Psychiatrie 37. Donc, le thème de la soirée est la prescription d'aide au sevrage et à la réduction des consommations utilisables en soins primaires. La session est enregistrée, donc pour les gens qui ne veulent pas apparaître sur l'enregistrement qui sera mis en ligne sur le site du dispositif, vous pouvez couper vos caméras. Pour les questions, vous avez la discussion de chat en bas. On essaiera au fil de la soirée de répondre au maximum de vos questions. Nous allons faire un petit tour de table des membres présents ce soir. Donc, nous allons commencer par Eh ben, Caroline Renard, du coup, je suis médecin psychiatre sur le dispositif médecine générale psychiatrie. Et Maxime Potra, je suis médecin généraliste installé dans une maison de santé au milieu rural à Digueuil. Et je suis aussi maître de conférence associé à la faculté de médecine au sein du département de médecine générale. Pierre-Yves Saron, du coup, médecin du dispositif médecine générale psychiatre. Bonsoir, c'est Liane, psychiatre, et je fais partie du dispositif médecine générale et psychiatrie privée. Donc, nous allons commencer la soirée avec une intervention interactive, c'est ça, Monsieur Potra? Voilà, je vous propose, alors on va essayer de partager l'écran, je vous propose de commencer par une approche très centrée sur les soins ambulatoires. Je vois qu'il y a des médecins généralistes, mais aussi des infirmières de santé publique et des ASALÉ. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas WooClap, il suffit de taper WooClap sur Internet et en haut, il y a un code qui est MGPSY37 ou de flash-coder le flash-code que j'ai partagé. Si vous êtes sur vos téléphones, vous pouvez envoyer un SMS ou appeler, tout ça est gratuit. C'est simplement que ça nous permet après d'être sur une application participative. Alors, je ne sais pas combien vous êtes 26, on va attendre que chacun réussisse à se connecter. Voilà, ceux qui sont sur un téléphone, hein, ils mettent le Zoom d'un côté, ils ouvrent Google de l'autre, ils mettent wooclap.com et c'est parti. C'est assez simple. Ah, il y a à peu près la moitié qui ont réussi. Si vous êtes en difficulté, peut-être le mettre dans le chat ou parler. Alors, il y en a un qui n'a pas le son. On va faire un sondage. Apparemment, un participant ou participante, pardon, je n'ai pas pu identifier. Est-ce que tout le monde nous entend? Enfin, oui, tout le monde va dire oui. Levez le pouce. Oui, merci Marie Borel. Alors, oui, merci Corinne. Le premier qui demande comment on lève le pouce. D'accord, très bien. Marina, parfait. Donc, visiblement, ça doit être un problème qui vient de votre matériel, si vous avez le son. Alors, peut-être vérifier sur votre PC. Alors, on est à peu près, voilà, il y en a peut-être qui vont rattraper les wagons, mais la majorité a réussi à se connecter. On attend encore un peu. Il y en a qui sont en difficulté là-dessus de se connecter sur le WooClap. 17, c'est bien, hein? On fait 9 sur le carreau. Ah, 18. un petit effort, s'il vous plaît. Le Ah, c'est code pas toujours facile. MGPSY37, ouais. Pas toujours si simple que ça, hein. Il y a Si tu peux. à lever la main, c'est qu'il y a des questions. Corinne, tu voulais prendre la parole ou c'est que tu entendais bien? Soit tu écris, soit tu parles. Oui, j'entends bien, mais je n'arrive Ah, pas à aller sur WooClap. Alors, J'ai si vous essayé mettez de le faire. WooClap dans Google, Oui.
Vous cliquez dessus, ça ouvre une page. Tout en haut, vous Oui, avez un code à rentrer. Il y a un petit encart. oui, Et là, vous mettez MGPSI37. le code de l'événement. Voilà, code d'événement MGPSI37. C'est bon? Non, là, je suis dans accéder à WooClap. Event code. Bon, MGPSI37, accept all. Voilà, donc ça devrait être bon là, je pense. Un peu de Voilà. patience. Un peu de patience. Voilà, c'est parce que je n'ai pas encore lancé. Donc, on est 24. Voilà, quasiment tout le monde a réussi. Euh, je pense qu'on peut lancer les choses. Peut-être que c'est nous qui ne sommes finalement pas connectés. Et donc, c'est ça qui doit manquer. Alors, J'ai une question. Que devons-nous entrer dans Google, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux répéter, Maxime, s'il te vous plaît? tapez WooClap dans Google, WOOCLAP, vous faites entrer, vous allez sur le premier lien, ça vous ouvre une page du site WooClap. Tout en haut de cette page, il y a un encart avec code. Et dans le champ libre, vous mettez MGPSI37. Allez, alors, c'est une application participative. Ça veut dire que je continue de partager l'écran où vous allez voir vos réponses apparaître, mais vous, sur votre page WooClap, vous répondez individuellement. Et je vous propose, pour commencer, de me dire, selon vous, quel est le rôle du médecin autour des problèmes d'alcool, autour d'un soignant de soins primaires, parce que je vois qu'il n'y a pas que des médecins. Quel est le rôle pour un soignant de soins primaires et vous pouvez mettre, ouais, vous pouvez mettre juste un mot. Et puis moi, je cache les résultats et on va découvrir ça ensemble. Vous pouvez mettre un mot, vous pouvez faire plusieurs réponses. Alors, prenez une minute ou deux. Ceux qui ne sont pas connectés, rattrapez le train en route. Alors, j'ai mis au singulier, mais on peut envisager quand même plusieurs réponses. Il y a deux psychiatres qui vont participer, là. Si vous voulez pirater mon WooClap. Allez, mettez plusieurs mots, là, à chaque fois. Mais balancez un mot, entrée, un mot, entrée. Quel est le rôle des médecins, des soignants, des infirmières? Après tout, pourquoi pas aussi des autres paramédicaux? Vous voyez? Bon, on copie pas, hein, s'il vous plaît. Allez, dès qu'on a 40, j'affiche les réponses. 38. Allez, 40. Donc là, je vais afficher, vous pouvez continuer d'écrire si vous voulez, mais voilà un nuage de mots qui, selon vous, définit un peu le rôle d'un soignant de soins primaires autour des problèmes d'alcool. Donc, dépistage. Dépistage qui apparaît peut-être à peu près ex aequo avec accompagnement. Donc, dépistage et repéré, nos collègues psychiatres pourront peut-être dire, mais en termes de troubles du comportement, peut-être qu'on dit repérer, mais finalement, dépistage, ça veut dire à peu près la même chose, accompagnement, accompagné. Donc, on serait là pour repérer. Alors, ça pose la question de comment repérer. Et qu'est-ce que ça veut dire que repérer ou dépister, je vois aussi. Ou aborder, voilà, il y a quelqu'un qui a mis le mot aborder. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous, soignants de premier recours, avons le rôle d'oser aborder les choses, aborder, questionner, identifier
voilà, et dépister. Donc, il y a quand même beaucoup de mots là-dessus. Alors, c'est quand même très difficile d'oser aborder. Je parle bien d'oser parce qu'il y a différents travaux qui ont été menés dans la littérature qui montrent qu'il y a plein de recommandations. À l'HAS, on a fait une en 2014, mis à jour en 2021, avec des aides à ce qu'on appelle le RPIB, repérage précoce et intervention brève. Et ça pose la question, la première étape, c'est quand même repérage précoce. Vous pouvez vous former autant que vous voulez à l'évaluation de la sévérité, à orienter vers les centres de SSR, cure ou autres, à prescrire les médicaments, à faire de l'entretien motivationnel. Si vous n'osez pas aborder le sujet, c'est un peu compliqué. Donc, les différentes études ont montré que c'est le rôle des soins premiers. Finalement, c'est pas aidant de reporter ça sur les psychiatres addictologues, par exemple. Si on doit compter que sur les psychiatres addictologues, beaucoup de patients concernés n'auront jamais accès aux soins. Donc, c'est important d'oser endosser ce rôle. Nous devons l'assumer. Et donc, quand vous avez un patient où vous suspectez à l'occasion, alors c'est là qu'on parle de repérage opportuniste, à l'occasion d'une situation qui vous évoque un problème de consommation d'alcool, eh ben, il faut aborder les choses et les patients sont OK. Les patients sont OK, ils sont dans l'attente qu'on aborde les choses. Donc, il ne faut pas s'excuser. Voilà. Alors après, quels mots utiliser? Les recommandations nous demandent d'évaluer les unités d'alcool. Bon, n'importe qui a déjà vu un patient, quand on lui dit combien d'unités d'alcool, bon, ça ne marche pas. Il y en a, ils vont parler en termes de nombre de binous tous les soirs. Je vous laisse choisir vos termes, mais osez aborder les choses. Qui plus est que quand un patient a un problème d'alcool, que manifestement c'est assez visible, qui va chez le médecin et que le médecin ne lui parle pas de ça, certains de nos patients nous ont dit, parce qu'on a fait des études auprès des patients, ils nous ont quand même dit, bah, s'il ne m'en a pas parlé alors que ça se voit, c'est que ce n'est pas un problème. Donc, je peux continuer. Et donc, vous voyez, le truc, c'est ne pas aborder les choses. Ça veut dire que d'une part, on ne prend pas en soin, mais en plus, peut-être qu'on encourage à continuer. Alors après, accompagnement, orientation, écoute, évaluation, réduction des risques, tout ça, ça veut dire que c'est l'étape d'après où notre rôle serait probablement de faire aussi autre chose que repérer. On ne peut pas envoyer tous ceux qui ont des consommations abusives d'alcool voir des addictologues. La réponse est d'addictologue. Et du coup, on doit quand même voilà, faire preuve de compétences en matière d'entretien motivationnel, de collaborer. On peut collaborer. Il y a des infirmières de santé publique, ça peut être une partie de leur champ d'action. Infirmières IPA qui sont pour certaines formées à ce genre de choses, les avalées. Et puis, il y a des médecins généralistes qui ont une appétence un peu plus marquée pour ça que d'autres. Autour de vous, si ce n'est pas vous, ah là, je vois orientation avec écrit ORIANT. Donc là, c'est peut-être quelqu'un qui a consommé avant d'écrire. Enceinte, voilà, alors ça me permet de faire une transition. Quand est-ce qu'il faut parler d'alcool? Encore une fois, je vous laisse répondre. Quand est-ce qu'on peut parler, on doit parler, quand est-ce que c'est la bonne occasion de parler d'alcool? Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il y a une consigne en haut. Vous allez sur wooclap.com. Sur Google, vous tapez wooclap ou n'importe quel moteur de recherche. Il y a une page qui s'ouvre. Il y a un encart avec code en haut. Il faut taper MGPSY37. Si dans les retardataires, il y en a qui sont vraiment à la ramasse, peut-être mettre un mot dans le chat et Boris pourra vous aiguiller. On en revient à notre question. Quand est-ce qu'il faut oser parler d'alcool? En consultation, en soins pour les infirmières, en séance de rééducation pour les kinés. Je ne sais pas s'il y a des pharmaciens ce soir, mais ça peut être à l'officine.
Vous allez voir tout un tas de patients venir se faire vacciner pour la grippe et le Covid. Est-ce que c'est pas l'occasion? Je ne sais pas comment vous voyez les choses. 38, on attend encore 40, voilà, 40. Allez, entrez vos réponses. Je vais montrer pareil un nuage de points, de mots. Voilà ce qui se dessine. Alors, ils sont motivés, ça monte à 50. Alors, grossesse. Eh oui. Alors, à Tours, il y a carrément un programme qui s'appelle Pregnancy pour les grossesses à risque de complications, pas que pour les addictions, hein, mais sont abordées les consommations addictives. Et les sages-femmes ont un gros boulot là-dessus. Et en fait, nous aussi, généralistes, parce qu'on suit des grossesses, on suit des femmes qui ne verront pas d'autres soignants que nous durant leur grossesse. Donc, carrément. Je ne peux que vous encourager à parler de ça, sachant que c'est assez facile parce que c'est pas jugeant dans le sens où tout le monde sait bien que quand on est enceinte, on évite l'alcool. Alors que quand on vient faire un certificat de sport pour le foot, par exemple, c'est pas évident qu'on va se retrouver avec la question de l'alcool. Donc là, grossesse, oui. Tout le temps, il y en a plusieurs. Alors tout le temps, ouais. Alors après, il faut se demander comment, hein, parce qu'il faut aussi parler tout le temps des violences conjugales, tout le temps de la satisfaction sexuelle, tout le temps du tabac, tout le temps de plein de choses qui fait qu'il y a un problème de faisabilité. On ne peut pas faire tout le temps. Si on suit les recommandations qu'il faut, comme on dit, que les médecins généralistes assument, eh ben, on n'a même plus le temps de soigner le patient, et puis là, le quart d'heure, il est passé depuis longtemps. Donc, il y a un débat entre un repérage systématique et un repérage opportuniste. Eh bien, il y en a un qui avait une formule qui était bonne, c'est qu'il faut être systématiquement opportuniste. Ça veut dire que à chaque anomalie biologique, ben, si vous continuez, je suis perdu. Là, à chaque anomalie biologique évocatrice, alors c'est facile de parler d'alcool quand vous avez 300 de gamma-GT, mais il faut peut-être en parler aussi quand le VGN commence à grossir ou quand il y a les triglycérides qui montent un peu, sans attendre qu'il y ait 300 de gamma-GT. Mais n'empêche que là, vous tenez une bonne occasion. L'hypertension artérielle, tout à fait. Là, vous prenez, il y a 16,8, ouais, d'habitude, il y a moins. Bah ouais, alors pourquoi aujourd'hui il y a autant? Bah, peut-être que, voilà, il ne vous a pas tout dit, mais bon, il a commencé à un peu plus picoler. À l'occasion des co-addictions, j'ai vu tabac, c'est le mois sans tabac en novembre. On parle du tabac, c'est facile d'enchaîner. Tabac, bon, et puis rien d'autre, l'alcool, tout ça, bon. À vous, pareil, de trouver les bons mots. Chacun aura ses facilités. Premier contact. Alors oui, là, il y a un débat, c'est pareil. Il y a des médecins généralistes qui pensent que quand on est installé depuis longtemps, qu'on connaît la femme, les enfants, la grand-mère, tout ça, ça fait 10 ans qu'on est dans son médecin, tout d'un coup, parler alcool, ça peut être compliqué parce qu'il faut oser. Donc, ça serait soi-disant plus simple quand on est, par exemple, remplaçant en one-shot. Et quand on interroge les remplaçants, ils vous disent ce qu'il y a, c'est qu'on ne connaît pas les gens, on ne les a jamais vus, on n'a pas vraiment de climat de confiance, donc c'est quand même plus simple quand on est médecin installé depuis longtemps. Et finalement, tout le monde se renvoie à la patate chaude et personne ne fait rien. Et c'est là que le repérage précoce n'a pas lieu et on se retrouve avec 300 de gamma-GT 5 ans plus tard. Donc, premier contact, sans doute. Est-ce que ce n'est pas le deuxième ou le troisième? C'est possible. Mais n'empêche que ne vous cachez pas derrière le fait que vous êtes installé depuis longtemps ou au contraire, vous venez de vous installer, que ça fait fuir tout le monde. Là, c'est écrit à jeun. Alors, quand parler d'alcool? À jeun. Alors, à jeun de quoi? C'est genre, t'as pas encore picolé ou je ne sais pas. Lors de la création de dossier médical, ça revient un peu au premier contact. Chute répétée, oui, tout à fait. Ça ne sert à rien d'envoyer chez le kiné les petits vieux qui tombent tout le temps. Et à un moment donné, si finalement c'est à cause de l'alcool, bon, à chaque pathologie, ouais, pourquoi pas, il faut y penser. Certificat de tir, il n'y a pas que les chasseurs qui picolent, aussi, oui, il y a aussi la pétanque. Non, mais bon, ce qu'il y a, c'est que je vous invite à sortir de vos stéréotypes. Bien sûr que quand on fait un certificat de tir, le mec va se retrouver avec un flingue à la maison. Peut-être qu'il est quand même nécessaire d'évaluer l'équilibre psychique et le risque de consommation abusive. Bon, mais pas que. On a le droit de boire de l'alcool et de faire du billard. Donc bon.
Qu'est-ce que je vois de plus? Peut-être que oui, si je Alors, vais tu as échec scolaire. Alors, échec scolaire, je ouais. pense que c'est quand même une cible. Tout ce qui est échec, on va voir après échec scolaire, parce qu'il n'y a pas que les gamma GT qui trinquent dans l'alcool. Joli jeu de mots, hein, quand même. Oui, oui, on a bien compris. Euh, Les troubles de l'humeur, les dépressions, troubles de les l'humeur, troubles du sommeil. dépression, bien Ouais. sûr, Tous les troubles. obésité. Ça sert à rien d'essayer de leur dire d'arrêter les féculents si finalement il y a des bières tous les soirs. Donc, il y a quand même beaucoup d'occasions. Ouais, il y a beaucoup. Et si vous regardez bien, ça veut dire que tous les jours, dans un planning habituel de médecine générale, tous les jours, vous avez des occasions de parler d'alcool. Et les infirmières, alors azalées, bien sûr, tabac, machin, tout ça, diabète, infirmières de santé publique, mais infirmières tout court. On a été rencontrer des infirmières qui nous disent, bah, pour faire le pansement, déjà, on fait de la place sur la table en poussant les bouteilles. Et ben, si on est obligé de pousser les bouteilles, eh ben, on a le droit de poser la question. Médecine du travail, oui, c'est une bonne idée. Pour vieux, déjà, personne ne veut les voir, mais là, ils vont pas y retourner. Les violences sont... Violence. Ouais. Mais alors, justement, après, je crois, quand parler d'alcool? Qu'est-ce que j'ai préparé? Je ne sais plus ce que j'ai fait. Et la roue de la... Alors, attention, c'était pour que vous soyez attentifs. À parler de l'alcool, c'est une approche pluriprofessionnelle. Ah non, c'est comment parler d'alcool. Eh bien, l'approche pluriprofessionnelle, vous l'avez dit dans vos réponses, grossesse, ça veut dire ceux qui travaillent des sages-femmes, tout à l'heure, je vous parlais des pharmaciens, tout ce qui est au moment des vaccinations. Moi, je travaille dans une maison de santé. Des fois, c'est les kinés qui me disent, attention, celui-là, tu sais, l'autre jour, à la fin d'un massage, il s'est un petit peu confié. Eh bien, voilà. Donc, l'approche pluriprofessionnelle, vous n'avez pas comme mission en tant que médecin généraliste de tout faire tout seul. Oser poser la question et commencer à accompagner le patient, c'est déjà énorme. Alors, si vous l'accompagnez à plusieurs, si vous vous entourez de l'aide des infirmiers, des psychiatres addictologues qui ne sont pas loin, des psychologues aussi qui peuvent aider, et puis des médecins qui sont peut-être plus à l'aise, c'est déjà beaucoup. Donc, l'approche pluripro, retenez bien ça. Ensuite, je sens que ça va être un peu chiant. Tout le monde va... Alors, doser les gamma-GT et les CDT. Est-ce que c'est comme ça qu'on parle d'alcool en disant, tiens, je ne vais pas lui poser la question, mais je vais lui coller les gamma et CDT dans le prochain bilan? C'est une question. Ce serait facile de vous dire, ah, ceux qui font ça ne sont pas courageux, ils n'osent pas mettre les pieds dans le plat. Déjà, ça pose la question de comment interpréter les CDT. Et puis les gamma-GT, hein, ceux qui mangent beaucoup de pâté et de rillettes, ils ont aussi des gamma-GT. Donc, toutes les oies ne sont pas alcooliques, et pourtant, elles ont des gamma. Donc, et puis, ça pose le climat de confiance aussi. Si le patient il se retrouve avec des CDT, des gamma-GT, il n'est pas con, il va regarder sur Internet, puis s'il a vu que vous l'avez essayé de le gauler sur la question de l'alcool sans lui en parler, il va peut-être pas trop apprécier. Donc, c'est une possibilité. Ça peut être un outil d'entretien motivationnel. On vérifie que les gamma-GT baissent progressivement. Ça peut être un outil. Moi, je vous mets en garde sur le fait de doser les CDT en USD devant les patients sans leur en parler. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? L'entretien motivationnel. Très bien. Non, mais je suis con, c'est moi qui mets les réponses. Alors, l'entretien motivationnel, c'est un grand débat. C'est une compétence que chaque soignant qui a affaire à des patients en consultation devrait arriver à maîtriser. C'est-à-dire que les psychiatres pourront nous en parler tout à l'heure, mais je pense qu'ils en font beaucoup. Nous, en soins primaires aussi, les infirmières, tout le monde doit en faire. Et au niveau de l'alcool, c'est sans doute la meilleure façon de prendre en charge les gens. Ce n'est pas la seule, vous verrez qu'il y a les façons de prescrire des médicaments, mais tout ce qui est changement des habitudes comportementales, ce n'est pas à grands coups de comprimés que ça se fait. C'est aussi sur arriver à faire prendre conscience qu'on peut vivre autrement, et notamment en laissant, en supprimant la place de l'alcool dans son quotidien, puisqu'en fait, c'est un peu ça l'objectif. C'est un problème du quotidien, la consommation abusive d'alcool. Ce n'est pas mon rôle. Voilà finalement ce qu'on peut souvent entendre de la part d'infirmiers, de médecins généralistes qui sont en difficulté, de pharmaciens qui voient bien qu'il y a des problèmes, mais ce n'est pas leur boulot.
Des dentistes, je ne sais pas s'il y a des dentistes, hein, mais il y a des dentistes qui me disent, bah moi, ils ouvrent la bouche, il n'y a plus d'alcool là-dedans, de toute façon, l'hygiène pourrie, mais bon, c'est pas mon boulot, moi, je détartre, et puis voilà. Et c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Donc, mettez-vous, ben, de toute façon, si vous êtes connecté ce soir, c'est que probablement vous pensez que c'est votre rôle, et c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Alors, on enchaîne, et c'est bientôt au bout. Alors, écoutez, écoute active. Voilà. Il y en a un qui a mis tout à l'heure, comment on parle d'alcool, c'est l'écoute. Eh bien, c'est pas juste j'écoute, c'est l'écoute active. Ça rejoint un peu l'entretien motivationnel. Ça veut dire que le patient, il n'est pas juste là pour vider son sac, il est là pour vider son sac auprès d'un soignant qui l'écoute et qui rebondit sur ce qu'il dit et qui fait preuve d'empathie et qui n'est pas dans le jugement et qui n'est pas en train de s'endormir non plus en écoutant, en disant oh là là, faites attention à votre communication non verbale. Les patients, quand ils vous annoncent qu'ils boivent une demi-bouteille de whisky tous les soirs, si vous faites des grands yeux, il va voir que manifestement il déconne et il ne va pas oser vous en dire plus. Il y a un gros sentiment de honte qu'il faut arriver à passer au-delà. Donc l'écoute active, c'est un peu tout ça. Et ça a montré son intérêt, hein. Ce n'est pas juste de la parlotte. S'aider de l'entourage, alors c'est pareil, ça peut aider, ça peut braquer aussi. L'alcool, ça peut détruire des tissus sociaux, familiaux, professionnels. Donc on peut s'aider de l'entourage, c'est pas une panacée. Et il ne faut pas non plus, c'est comme les gamins jetés, il ne faut pas leur faire un mauvais coup en disant qu'on a parlé à la grand-mère. Donc, évaluation globale et pour finir, orienté vers les addicts. Et le hasard fait que vous arrivez en dernier. Bon, ben, l'évaluation globale, c'est ça. C'est que c'est aussi quand on a parlé boulot, qu'on a parlé sport, qu'on a parlé famille, qu'on a parlé sexualité, qu'on a parlé violence, qu'on peut aussi parler d'alcool. C'est pas que devant les gamins jetés. Donc, des messages clés pour conclure, et j'en finirai là, si vous mettez mon timing. L'alcool fait partie des sujets de prévention du quotidien d'un acteur de soins premier. Les soignants de premier recours sont les mieux placés pour repérer, on parle de conduite addictive. Vous n'êtes pas là pour savoir si c'est une addiction légère, modérée, sévère. C'est difficile de se rappeler des seuils. Si le mec il vous dit 3 verres de vin par jour, mais qui vous montre que c'est des verres à moutarde, alors du coup, vous allez pas, putain, en termes d'unité d'alcool, c'est plus des ballons. Bon. Et puis finalement, s'il vous dit oui, mais c'est que le week-end, alors vous savez que des fois, il faut laisser au moins 2 jours d'abstinence par semaine. Du coup, est-ce que ça passe pas? Finalement, votre boulot, c'est parler d'alcool. C'est pas forcément d'évaluer de façon très précise si c'est une addiction sévère ou pas. Rappelez-vous que les patients sont OK pour en parler. Je pose la question de, et les médecins? Il y a peut-être des médecins qui ne sont pas OK pour parler de ça parce que ça fait peur. En tout cas, on n'en parle pas n'importe comment ni avec n'importe qui. Si vous avez un patient qui vous parle d'alcool, c'est, allez, vous l'appelez comme vous voulez, c'est soit un cadeau qui vous fait, une preuve de confiance et une espèce d'honneur qui se confie à vous. Il vous a choisi pour vous en parler. Donc, ce serait quand même vraiment pas cool de lui dire oh là là, je suis pas le mieux placé, vous savez, c'est pas à moi. Il se confie à quelqu'un qui lui donne envie de se confier. Il ne se confie pas à un médecin qui a fait 10 ans d'études. Il se confie à quelqu'un qui a envie de se confier. Si ça tombe sur l'infirmière, ça tombe sur l'infirmière. Et ça doit rendre honneur à l'infirmière. Prendre en charge un trouble addictif, c'est travailler en équipe. On n'est pas tout seul, donc ce n'est pas mon rôle, je ne me sens pas capable, je ne suis pas assez formé, je n'ai pas le temps. Ça, c'est des excuses de gens qui ne bossent pas en équipe. Il existe des approches individuelles, collectives, pharmacologiques, et ça, c'est pour faire le lien avec le propos de ma collègue. Est-ce qu'on prend des questions éventuellement avant? Alors, je rappelle que l'intervenant qui a parlé n'est pas Pierre-Yves Saron, comme c'est indiqué sur le bandeau, hein. C'est l'ordinateur de Pierre-Yves Saron. Mais cette intervention brillante a été faite par le docteur Potra, Maxime. Est-ce qu'il y a des questions? Ben, pour l'instant, j'en ai pas. Eh bien, il ne faut pas hésiter pendant que Caroline prend le relais. Donc, Caroline, tu n'es pas Pierre-Yves Saron. Toujours pas, non.
Quand on indique. Voilà. Voilà. Donc moi, du coup, mon propos, c'était de pouvoir vous parler justement un peu concrètement, une fois qu'on a repéré qu'on avait un patient qui avait des problèmes d'alcool, en gros, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, Maxime a très bien dit, dans un premier temps, ce qui est important, c'est quand même de pouvoir en parler, de prendre le temps de dire les choses, de prendre le temps d'évaluer un peu la situation. Et puis après, comment on le prend en charge? Moi, je vais vous parler volontairement, essentiellement ce soir, des prescriptions médicamenteuses qu'on peut faire, parce qu'en effet, tout ce qui est entretien motivationnel, tout ce qui est soutien de l'entourage, travail en équipe, etc., on en a un petit peu parlé avant, et puis c'est des choses que peut-être on vous a déjà dit. Nous, on voulait vraiment mettre l'accent ce soir sur les prescriptions thérapeutiques. Donc, rapidement, un petit programme, donc, quelques mots d'introduction et quelques chiffres. Après, on va faire un petit focus sur le traitement vraiment pour le sevrage en alcool. Après, les traitements addictolytiques qui existent. Donc, je vous en ai listé plusieurs. Et puis, un petit temps de questions peut-être à la fin, s'il y en aura. Voilà, donc quelques chiffres importants. Enfin, je vous ai remis un peu l'introduction, parce que ça concerne quand même l'alcool. 5 à 7 millions de personnes en France, donc c'est quand même énorme. Et le petit focus que je voulais faire aussi, c'était vous dire que, en effet, en tant qu'acteur en soins primaires, ce qui est important, c'est de repérer l'addiction. Et l'addiction, elle se signe par une perte de contrôle des consommations. Mais c'est vraiment, s'il y a un truc que vous devez essayer de repérer, c'est cette notion-là de la perte du contrôle. Je suis un peu d'accord avec Maxime sur les quantités, la sévérité de l'addiction, etc. Ça, c'est pas forcément votre propos ni votre boulot. Donc, focalisez-vous vraiment sur cet aspect-là. Sur ces 5 à 7 millions de personnes, il y en a à peine 350 000 qui ont un traitement pour les aider à réduire leur consommation. C'est quand même dommage parce qu'il existe ce traitement et potentiellement en plus il marche. Les 3 difficultés majeures, c'est que souvent les patients qu'on voit ne sont pas forcément dans une démarche de sevrage. Donc forcément, là-bas, on ne va pas leur prescrire des médicaments n'importe comment. L'idée, c'est déjà d'évaluer la situation, d'en parler, comme disait Maxime, de pouvoir vraiment prendre le temps de cerner un peu les choses, peut-être d'y revenir plusieurs fois si nécessaire. Et si ça prend du temps, ça prend du temps. Souvent, c'est le patient qui va déterminer quel est le bon moment. Et vous, votre principale tâche, ça va être d'être capable de repérer ce bon moment et du coup de l'accompagner. Une autre difficulté, c'est que ces traitements addictolytiques d'aide au sevrage et de réduction des consommations, souvent, ils ne sont pas connus ou très peu. Et qu'on a tendance à dire que c'est le travail des addictologues seulement. Et en fait, c'est dommage, puisque vous allez voir, il y en a plusieurs et ils ne sont pas très difficiles à mettre en place et ils peuvent vraiment apporter un bénéfice. Parce qu'en effet, on a tendance à croire que ces traitements, ils ne marchent pas et qu'en fait, pour l'alcool, il n'y a rien qui marche. Mais ce n'est pas vrai. Donc d'abord, un petit focus quand même sur le traitement du sevrage, vraiment spécifiquement sur ces premiers jours-là. En pratique, je vous ai mis quand même les contre-indications à un sevrage en ambulatoire. Parce qu'il y en a et que du coup, ça vaut le coup de ne pas se lancer dans un truc qui va potentiellement vous dépasser et ensuite dégénérer. Donc forcément, tous les patients qui ont déjà eu des sevrages compliqués, donc des déliriums très minces, des antécédents de crise convulsive, ou pour lesquels le sevrage en ambulatoire a déjà été essayé mais qui n'a pas marché, ça ne sert à rien de vous relancer dedans. Ça va être de toute façon vous à l'échec ou du coup vous lancer dans des complications. Donc ça, c'est important d'expliquer, je pense, aux patients que c'est contre-indiqué de le faire en ambulatoire et qu'il vaut mieux vous couvrir d'un lieu hospitalier pour pouvoir le faire. Ensuite, dans les contre-indications, il y a tous les patients qui présentent des polyconsommations, notamment les consommations d'opiacés ou de cocaïne. Pourquoi on a tendance à contre-indiquer le sevrage de l'alcool en ambulatoire à ce moment-là? Tout simplement parce que ça va avoir tendance à les faire décompenser encore plus sur leurs autres consommations et que du coup, ça va être un cercle vicieux trop compliqué et qu'en plus, sur le plan somatique, potentiellement, c'est des patients qui sont déjà pas dans des états fantastiques. Donc, les sevrer en alcool en ambulatoire, ça va être compliqué pour tout le monde. Tous ceux qui sont vraiment dans des situations d'isolement social important, ça va être compliqué aussi parce que c'est quand même des périodes qui sont difficiles pour les patients où le soutien des proches est important et où s'il n'y a pas eu d'antécédent de sevrage complexe, etc., si jamais il y a une complication, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse réagir autour d'eux. D'où l'important de pouvoir vous appuyer sur d'autres personnes.
Donc, en effet, ça peut être l'entourage familial, mais ça peut être aussi dans les maisons de santé, les infirmières azalées, les infirmières libérales qui vont à domicile, le kiné, tous les soignants qui sont autour du patient, le pharmacien, qui peut avoir un grand rôle aussi dans les sevrages en ambulatoire, notamment dans les délivrances des traitements. C'est un truc, en effet, je ne sais pas s'il y a des pharmaciens ce soir, mais c'est un truc qui n'est pas très connu. Enfin, moi, en parlant avec des collègues, on ne fait pas forcément beaucoup, mais en fait, la délivrance des traitements en pharmacie, même quotidiennement, pour les périodes de sevrage, ça marche plutôt bien. Sauf que du coup, il y a un petit lien quand même avec le pharmacien, tout ça qui prend l'attention potentiellement, et ça soutient pas mal les patients. Et dans les contre-indications en sevrage aussi, il y a en effet toutes les grosses comorbidités somatiques, donc les insuffisances hépatocellulaires, les insuffisances rénales chroniques. Enfin, voilà, bon, si vos patients sont déjà sur un terrain somatique compliqué et un peu border, il vaut mieux éviter de le faire en ambulatoire. Donc voilà, quelques conseils pratiques que humblement je vais vous donner ce soir. Le premier, c'est qu'il n'y a pas d'urgence à démarrer un sevrage en alcool. Vraiment, c'est pas parce qu'un patient vous parle de ses problèmes d'alcool qu'il faut tout de suite lui sauter dessus avec le traitement du sevrage. Donc, pourquoi pas d'urgence? Tout d'abord parce que le patient n'est peut-être pas prêt. Ensuite, parce que du coup, il y a plein de choses à évaluer avant de vous lancer dans un sevrage. Comme je l'ai dit, tous les antécédents somatiques, potentiellement un bilan biologique, s'assurer de la présence de l'entourage. Donc, tout ça, c'est des choses qui méritent des consultations entières et complètes et qu'il n'y a pas d'urgence à lancer tout de suite dans le sevrage. Voilà, s'assurer de la motivation du patient, bien définir le cadre de prise en charge. Ça, c'est assez logique aussi, mais c'est dans un premier temps déjà définir est-ce que le patient il veut complètement arrêter l'alcool ou est-ce qu'il est plutôt dans un objectif de réduction des consommations. Dans ces cas-là, vous n'allez pas du tout avoir la même façon de faire. Donc, c'est important de le dire dès le début. Ensuite, du coup, il y a évidemment, je le mets parce que ça paraît tout bête, mais en fait, il faut quand même prévoir un arrêt de travail, même si les patients ils vous disent qu'ils sont capables de le faire. Non, en fait, c'est quand même quelque chose physiquement qui est compliqué et que du coup, ça vaut le coup de s'arrêter et de leur dire que ça va prendre une semaine, 15 jours, mais qu'ils n'iront pas travailler pendant cette période-là. Et du coup, ça permet de décider ensemble de la date de début du sevrage et de vraiment quand est-ce que vous vous lancez dans ce projet-là. Et comme je disais tout à l'heure, comme c'est important que le patient ne soit pas seul, s'assurer de la présence de l'entourage et des connaissances de l'entourage sur le sevrage, les signes d'inquiétude à avoir, les potentielles situations où il faut prévenir les secours, etc. Et ensuite, et peut-être le plus important aussi, ne pas hésiter à réévaluer fréquemment les patients qui vont lancer dans une démarche de sevrage avec la surveillance du score de Cushman, que peut-être vous connaissez tous déjà, mais que je vous ai remis là quand même. Non, vous ne connaissez pas tous forcément. Ça fait encore un score, mais ça, c'est des choses que vous pouvez vous sortir sur votre ordinateur si jamais vous lancez un sevrage avec un patient. C'est un score qu'on évalue pour voir la tolérance du sevrage et pour voir notamment s'il y a la nécessité de mettre en place, d'augmenter ou pas le traitement médicamenteux. Dans les XAPA, alors moi j'ai travaillé 3 ans dans un XAPA, dans les centres d'addicto. On a tendance à réévaluer les patients facilement toutes les 48 heures. Alors, parfois juste avec un entretien infirmier pour voir comment ça se passe, pour voir si la dose de benzo est bonne, pour voir si justement le score de Cushman n'est pas trop élevé et s'il y a potentiellement un risque de complication. Voilà, je ne sais pas si déjà à ce stade il y a des questions. Pour l'instant, je n'ai pas de questions. Moi, j'en ai une, mais quand on a ciblé la soirée sur les prescriptions pour le sevrage, mais dans ton exposé, il y a quelque chose qui a résonné, c'est réduction des consommations. Donc, c'est peut-être une question. Je pense que c'est la deuxième partie de ta présentation. Exactement. Donc, ça évitera les questions là-dessus. Donc, le traitement médicamenteux du sevrage. Peut-être que vous le savez déjà, mais donc, ça repose essentiellement sur les benzos et la vitaminothérapie en termes de classe thérapeutique. Les benzodiazépines, donc, très souvent, essentiellement, ça va reposer sur le diazépam ou l'oxazépam. Volontairement, je n'ai pas mis les doses qu'on prescrit. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça dépend trop des situations cliniques et des patients que vous allez avoir en face de vous.
un patient de 70 ans qui consomme depuis 30 ans une bouteille de whisky par jour ne va pas avoir la même tolérance au traitement que la petite jeune qui consomme ses 3 pintes et qui fait on va dire 45 kilos, quoi. Donc du coup, les doses de médicaments, vraiment, c'est un peu au cas par cas. Euh, Moi, ce qui est sûr, ce que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est de ne pas hésiter à y aller franchement sur les benzos. Moi, en pratique, j'ai tendance à plutôt avoir la main lourde volontairement et à réévaluer à 48 heures parce que je préfère que le patient soit un peu trop sédaté sur les premiers jours et que je lève un peu la sédation plutôt qu'il soit en manque et qu'il soit hyper mal. Euh, donc voilà, moi j'ai tendance un peu à avoir la main lourde et quitte à mettre 5 Céresta 50 par jour, je veux dire, ça ne me choque pas. Bien sûr, en évaluant on va dire l'état de sédation de vos patients toujours, je vais mettre complètement carpette, mais je trouve que les patients sont quand même plus confortables quand ils ont une bonne dose de benzo que s'ils n'en ont pas assez. Si vous avez des patients qui ont déjà des benzos dans leur traitement et pour lesquels il faut quand même mettre en place le traitement pour sevrage, il faut tenir compte de cette dose de benzo qu'ils ont déjà et donc ne pas hésiter à en mettre plus. Euh, et quitte à changer de famille de benzo, donc s'il y a déjà un traitement par diazépam, ne pas hésiter à switcher pour l'oxazépam et vice-versa. Ils auront tendance à mieux tolérer du coup le sevrage. Bien sûr, après, j'ai pas remis, mais si vous avez des patients avec des antécédents de crise convulsive, ben, déjà vous n'allez pas faire forcément le traitement ambulatoire, mais du coup, on va préférer l'IOM. Voilà. Évidemment, ces traitements, enfin, ça on l'a déjà dit sur plein de soirées thématiques, mais nous en psychiatrie, c'est vrai que les benzos, c'est vraiment le traitement du sevrage et il est important à mettre en place, mais c'est aussi un traitement qu'il faut garder le plus court possible. Donc, il faut le réduire le plus rapidement possible et vous n'allez pas laisser votre patient pendant un mois avec 5 comprimés de Céresta 50 par jour. C'est la meilleure façon de les encourager vers une nouvelle addiction qui est tout aussi, voire encore plus complexe à prendre en charge que l'addiction à l'alcool au décours. Donc, ne pas hésiter à baisser les benzos dès que vous voyez que physiquement, en fait, les signes de sevrage sont amendés, c'est le moment d'enlever le traitement. Voilà, et donc comme je disais, ne pas hésiter à mettre une dose élevée de benzo. Il y a une question sur la demi-vie, plutôt si on était dans les traitements plutôt longs, plutôt courts. Et de toute façon, là, on est sur 2 traitements qui sont plutôt. Je te laisse répondre. Ouais, alors du coup, c'est pas les mêmes. Le Valium, il a une demi-vie plus longue que le Céresta. Donc, c'est pour ça, vraiment, ça dépend aussi des profils de vos patients. Euh, Celui qui va avoir tendance à consommer tout le soir, ben, il sera peut-être mieux avec du Valium un peu dose filée toute la journée. Celui qui a des consommations un peu impulsives tout au long de la journée, ben, du coup, le Céresta va peut-être être plus adapté pour lui. C'est un peu variable en fonction des situations cliniques. Je n'ai pas une question, c'est une remarque, mais c'est pour la diapo d'avant. C'était il faut savoir quoi faire du score de Kussmann. Alors, je ne sais pas je sais pas, Maureen, ce que vous voulez nous demander quoi exactement? Si, c'est les conclusions. Bah, en gros, vous D'accord, avez le ça score. va être fait. Pardon. Ouais, merci. Je vais répondre à la question, puis si c'est pas ça. Maureen voulait peut-être parler. Non, non, c'est bon, c'est juste, si elle va le dire, ça va. Merci. C'est un piège. C'est ça. Oui, voilà. Il faut voir si on suit, c'est ça. Merci, Voilà, Maureen. voilà. Merci. En gros, vous avez la dernière ligne en base. Le score c'est qu'en fait, il y a des signes de sevrage qui sont. Et que du coup, le traitement n'est pas adapté et que ça vaut le coup de remonter un petit peu les doses de benzo. Et si par contre, vous avez un score de Cushman qui est supérieur à 14, il faut le transférer aux urgences parce que c'est souvent qu'ils ont besoin d'être perfusés en fait. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Ouais, elle va mettre un pouce. Maureen, vous pouvez mettre un pouce, s'il vous plaît? Oui, je ne sais pas où c'est le pouce, alors je Non, dis oui. mais ça répond à la question, en fait. Oui, OK. oui, oui, merci. Bah, c'est le principal parce que c'est fait pour ça. C'est votre soirée, donc merci. Ok. Dans les traitements associés du coup au benzo pour le sevrage, bien sûr l'hydratation. Donc ça, si votre patient il est accessible à un sevrage en ambulatoire, c'est qu'il est capable de boire de l'eau Péros en autonomie. Donc ne pas hésiter à leur dire de bien boire de l'eau. Et bien sûr de rajouter les vitamines. La vitamine, du coup, c'est essentiellement celle qui est vraiment très très importante, on va dire, c'est la vitamine B1. Parce que du coup, c'est ça qui prévient l'encéphalopathie hémorragique.
Les autres, alors c'est pareil, je vous ai pas mis de dose spécifique parce qu'en fait, personne n'est d'accord. Tout le monde fait un peu sa sauce dans son coin et il n'y a pas de consensus et de protocole vraiment établi pour les vitamines. En pratique, souvent, en hospitalisation, dans les apparts, on associe la vitamine B1, B6 et PP, donc vous avez Mycobion et Principe B. Vous aimez les doses qu'on met aussi à peu près en pratique. Voilà. Après, c'est normalement, enfin, je crois encore, c'est pas remboursé, donc les patients sont un peu réticents. Donc c'est aussi à discuter avec eux, mais la vitamine B1, elle est quand même très importante. Voilà, il y a un réel bénéfice, notamment dans tout ce qui est risque de neuropathie. Donc, il ne faut pas hésiter à le remettre pour le sevrage. Par contre, il n'y a pas d'intérêt pour le poursuivre plus d'1 mois. Ça, c'est le seul truc sur lequel les études sont d'accord. C'est déjà pas mal. Voilà. Deux. C'est de la nuit. C'est bon? Il y a des gens qui Non, moi, je peux pas. Ah bon? Mais non, je suis pas haute, moi. Quelqu'un qui attend dans la salle d'attente? Non. Je vois plus. Problème de connexion. Euh, Ensuite, du coup, la deuxième partie du propos de ce soir, qui concerne les traitements addictolytiques, donc des traitements d'aide au maintien de l'abstinence ou du coup un peu d'aide à la réduction des consommations dans une moindre mesure, on va dire. Alors, il y a 3 médicaments principaux, on va dire, qui bénéficient de l'AMM dans le maintien de l'abstinence. Donc la camprosate, qu'on appelle la Otal, la naltrexone, qui est le Revia, et le disulfiram, l'Espéral. En première intention, on va plutôt mettre la camprosate et la naltrexone, et en deuxième intention, donc le traitement par Espéral, qui est donc un traitement avec beaucoup de contre-indications et qui est réservé aux patients en échec avec les précédents traitements, vu on va dire, le profil du médicament dont je vais vous parler après. Donc la Otal, c'est un médicament qui va agir sur l'activité GABAergique, qui va antagoniser l'action de l'acétyl excitateur, surtout le glutamate. Il réduit significativement le risque de consommation de l'alcool et ça a été prouvé dans les études, il augmente la durée d'abstinence. Donc, ce n'est pas un placebo, il marche vraiment. Il est aussi impliqué dans le circuit de la récompense, qui est le même du coup circuit qui entre en jeu dans les phénomènes addictifs. Donc, c'est important vraiment de le garder en tête parce que quand même, on a tendance beaucoup à se dire que c'est un peu du smartisme, mais non, il y a vraiment une efficacité qui a été prouvée dans les études. Il peut être prescrit pour n'importe quelle forme d'alcoolodépendance dès que le sevrage est terminé. Il y a très peu de contre-indications et il est très bien toléré. Il y a quelques effets indésirables, notamment digestifs, qui nécessitent peut-être une baisse légère de la poso, mais c'est à peu près tout, globalement. Dans la posologie, du coup, je vous ai mis, c'est à peu près 6 comprimés par jour, donc en plusieurs prises. C'est le truc qui est peut-être un petit peu compliqué sur ce médicament-là, c'est que c'est au moins 2 prises par jour. Donc, c'est des facteurs de risque d'oubli des prises des traitements. Il n'y a pas d'interaction médicamenteuse, il n'y a pas de surveillance clinique ou biologique spécifique à proposer. Et je vous ai mis le coût du traitement à 1 € par jour. Voilà. Donc, globalement, c'est un médicament qui est quand même très facile à prescrire, qui marche et pour lequel vous ne prenez pas beaucoup de risques, en fait. Donc, je ne saurais que vous encourager à le tenter chez vos patients, parce que vraiment, il n'y a pas plus simple comme traitement à prescrire. Il n'y a pas besoin de le titrer non plus. Enfin, donc c'est vraiment, vous pouvez mettre d'emblée 1 comprimé x 3 par jour, c'est déjà bien. Et puis, si vous pouvez passer à 2 comprimés x 3 par jour assez rapidement, c'est bon. Voilà, pour celui-là. Ensuite, il y a la naltrexone, donc le Revia, qui lui, pour le coup, est un antagoniste des récepteurs opiacés, qui du coup est contre-indiqué s'il y a une dépendance associée aux opiacés ou s'il y a un traitement substitutif aux opiacés, type méthadone. Donc ça, c'est la principale contre-indication, elle est quand même importante. Pareil,
il y a un risque réduit de consommation d'alcool dans les études, qui est non négligeable par rapport au placebo. Il y a une autre contre-indication qui est l'insuffisance hépatocellulaire. Voilà, donc il y a un peu plus de contre-indications que pour son copain Laotal. Lui, pour le coup, il se prend en une seule prise par jour. Il y a quelques effets indésirables voilà, qu'il faut prévenir le patient parce que pour le coup, il peut être moins bien toléré. Et donc, du coup, voilà, les principales interactions, ça concerne essentiellement les opiacés, avec du coup un risque notamment sédatif et avec l'action sur le système nerveux central. Ça, pour le coup, faut pas passer à côté parce que ça serait quand même ça serait un peu con. Voilà pour ce que je peux vous dire pour celui-là. Et ensuite, du coup, donc l'espérale, donc lui qui fonctionne pas du tout comme les autres, qui est donc un traitement aversif avec un effet antabuse, qui vraiment entraîne une réaction violente. Je l'ai écrit volontairement lors de la consommation d'alcool. Donc en effet, ça donne un côté dissuasif pour les patients qui consomment, mais du coup, ça les met aussi potentiellement vraiment en danger. D'où la prescription en seconde intention de ce traitement-là. Il faut quand même avoir essayé les autres avant de leur proposer celui-là. Pareil, du coup, il y a quand même, donc, ouais, j'ai mis qu'il y a eu quelques études qui ont étudié vraiment l'espérale, mais c'est des vieilles études et des méthodologies un peu, on va dire, discutables. Aujourd'hui, il faudrait refaire une étude pour parler de l'efficacité, mais quand même, il y a eu des études à l'époque qui ont montré qu'il y avait un intérêt par rapport au placebo. Donc, c'est pas que la peur de l'effet violent qui agit sur les patients. Et donc, du coup, ça a été exploré un peu aussi dans la dépendance à la cocaïne, mais pour l'instant, on n'a pas donné grand-chose. Donc, il y a beaucoup de contre-indications pour les spirales, insuffisance hépatique, rénale, respiratoire, mais aussi le diabète, le cardiovasculaire. Bien sûr, ça contre-indique la prise d'alcool, du coup, parce qu'il y a vraiment un risque de collapsus et de mort subite. Voilà. Les patients le disent, hein, en pratique, que même un chocolat mon chéri avec de l'alcool dedans, ça les met hyper mal. Tout ce qui est recettes de cuisine à base de vin cuit, etc., ça les met aussi hyper mal. Donc, ça vaut le coup de prévenir les gens, quand même, et de rester vigilant à ça. Et il y a un risque d'hépatite fulminante, donc l'importance de faire un biologique avant. Voilà, donc ça fait très peur. Ça fait un peu peur. On a un peu moins envie de le prescrire celui-là, c'est pour ça qu'il est en seconde intention. Voilà. Je vous ai mis que du coup le soutien d'entourage est important parce que du coup ça va beaucoup prévenir les proches aussi qu'il y a ce traitement-là qui va être mis en place et que s'il y a voilà, dans la cuisine des trucs et tout, ne serait-ce qu'il y a des traces d'alcool. J'ai l'impression qu'il m'avait même dit qu'il avait mangé des madeleines et qu'en fait en regardant derrière des trucs industriels et que derrière le paquet il y avait des traces d'alcool et qu'en fait ça l'avait mis mal. Alors pas au point d'en faire un collapsus et d'aller aux urgences, mais qu'il a quand même été malade pendant 24 heures. Donc faut rester vigilant sur ces choses-là. Voilà. Je vais un peu vite, hein, je sais pas, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas aussi. Je vous ai fait une petite fiche résumée du coup des trois principaux traitements. Donc, en gros, vous avez la camprosate qui est très bien tolérée, peu de contre-indications, très peu d'effets secondaires, qui aide vraiment au maintien de l'abstinence, mais qui est en plusieurs prises par jour, donc avec un risque un peu d'oubli. La naltrexone qui présente essentiellement la contre-indication des traitements substitutifs aux opiacés ou de consommation d'opiacés, qui a quelques effets secondaires, mais franchement, en pratique, c'est important de prévenir les patients. Il y en a qui le tolèrent très bien, il y en a qui ne le tolèrent pas très bien, mais c'est très variable en fonction des gens. Et pour ceux qui ne le tolèrent pas très bien, au bout de 3-4 jours, parfois ça passe et ça va mieux. Donc ça vaut le coup de s'accrocher un peu sur au moins une semaine de traitement avant de dire que vraiment c'est pas possible. Il est très intéressant, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, pour les patients qui ont des consommations trop impulsives. C'est plutôt ce profil-là de patient qu'on va essayer de traiter avec ce traitement-là. Et donc, c'est qu'une seule prise par jour, donc ça limite l'oubli du traitement. Et puis donc, le disulfiram, l'espérale, dont je vous ai parlé, qu'on connaît de façon un peu historique, donc, voilà, qui est à prendre avec des pincettes. Donc, il faut en tout cas bien interroger votre patient et bien s'assurer de sa motivation avant de mettre ce traitement-là. Il peut être très utile hein, en pratique
parce qu'il y a des gens qui ont fait multiples cures, etc., qui sortent sevrés de la cure et qui tiennent grâce à ce traitement-là, parce qu'en fait, en effet, l'effet leur fait peur. L'action antabuse leur fait peur. C'est une motivation comme une autre, hein, la peur, hein, mais pour le coup, il y en a pour lesquels vraiment ça marche très bien. Il ne faut pas s'en priver, mais il faut rester vigilant sur ce médicament-là. Alors, je vous ai fait quand même un petit topo aussi sur d'autres traitements qui sont possibles, que j'ai un peu moins détaillés, mais qu'on connaît aussi peut-être de nom. Donc, il y a le baclocure. Donc, volontairement, je vous ai mis baclocure, parce que c'est celui qui a la MM dans les troubles de l'usage de l'alcool. Il a un effet d'aide au maintien de l'abstinence. Pour le coup, en pratique, celui-là, moi personnellement, je le trouve moins pratique à utiliser parce qu'il faut le titrer. Donc, il faut vraiment augmenter la posologie de façon très, très progressive jusqu'à trouver la bonne dose qui va dépendre de chaque patient. Et la tolérance est assez variable. Il y a des effets indésirables qui sont vraiment gênants, avec des vertiges notamment et des troubles du sommeil que les patients peuvent vraiment avoir du mal à tolérer. Et puis, du coup, voilà, il y a les symptômes de sevrage qui nécessitent une diminution progressive à l'arrêt, si vous voulez arrêter le traitement. Donc, c'est quand même un truc qui est un peu, qui est peut-être un peu moins facile à utiliser en soins primaires, en fait, je trouve. Donc, je vous l'ai quand même mis pour vous dire qu'il existe et qu'il marche aussi dans une certaine mesure, hein. Dans les études, il marche moins bien que les autres, d'ailleurs. Et je le trouve un peu moins pratique à utiliser pour vous. Donc, c'est pour ça que je ne vous ai pas mis celui-là en premier. Et après, donc, vous avez les nalméphènes, qu'on appelle le Sélinco, qui est aussi un antagoniste des récepteurs opiacés. Donc, comme son petit frère, on va dire, la naltrexone, il est contre-indiqué s'il y a un traitement substitutif des opiacés ou s'il y a un traitement opioïde. C'est aussi une prise par jour. L'intérêt de ce traitement-là, par rapport à la naltrexone, c'est que celui-là, on n'est pas obligé de le prendre tous les jours. Donc, pour qu'il marche. Donc, en fait, je trouve que c'est vraiment le traitement du si besoin, prise en charge avec une patient addict. Il se prend 1 heure ou 2 avant le risque d'une prise d'alcool et vraiment, les patients ressentent un effet bénéfique avec une réduction importante des cravings. Et s'il y a consommation, l'effet de satiété augmenté plus rapide, en fait. Donc, ils ne vont pas prendre 5 pintes, mais 2 et ça sera suffisant. On va dire ça comme ça. Par contre, souvent, en fait, s'il est mal toléré, il y a des gros effets secondaires avec un peu vertige, nausées, vomissements. J'ai un patient qui m'a dit il n'y a pas longtemps que ça faisait un peu comme une gueule de bois sans avoir bu. Donc, c'est pas très agréable. Voilà, donc quand il y a des effets secondaires, malheureusement, on est obligé de changer de traitement, mais sinon, il peut être assez intéressant aussi à prescrire. 2 questions. 2 questions. Il y a une question qui concerne la prescription naltrexone en demandant s'il y a nécessité de faire un test urinaire aux opiacés. Alors, ça pose la question pharmacologique et ça pose la question aussi du suivi, un petit peu comme la prescription de CDT. Est-ce que vous faites ou pas, quoi? Oui, un peu même. Ça dépend. Moi, j'ai tendance à dire que oui. S'il y a un doute, il vaut mieux faire chacun va avoir son avis, hein, mais s'il y a un doute d'une consommation d'opiacés en plus, il vaut mieux s'en assurer. Après, il faut expliquer au patient pourquoi on va faire un test urinaire et du coup, peut-être qu'il va le dire spontanément, hein. Et s'il le dit spontanément, c'est pas la peine. Non, je pense que c'est d'accord. Non. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas sur la fiche en disant ce peut être prescrit que si vous faites un test. Non. Ce n'est pas le cas. Non. Par contre, c'est écrit que c'est contre-indiqué. C'est contre-indiqué. Donc après, c'est la responsabilité du praticien de choisir s'il fait un test ou pas. C'est ça. Ok. Bon, ça répond à la question. Et après, c'est sur son cousin, le Sélinco. Il demandait que l'AMM était plutôt sur des consommations assez élevées par jour. Il demandait si en pratique, on peut utiliser même si la consommation est moindre que celle qui est indiquée sur la fiche. Donc là, tout le monde dit oui de la tête, hein. Moi, je les vois là. Tout le monde dit oui. Donc, je te laisse répondre. Ouais, je vais répondre. Oui, je pense que c'est ce qu'on disait un peu avec Maxime aussi tout à l'heure. En fait, en pratique, franchement, je vais peut-être choquer tout le monde, mais les unités d'alcool, moi, je les compte quasiment plus. En fait, ce qui est important, ce que je disais, c'est d'avoir une idée globale de ce que consomme votre patient, c'est quand même important.
Mais après, de savoir si c'est 4,5 ou 5 ou 6 unités, ce qui est important, c'est la perte de contrôle les conséquences que ça peut avoir sur la vie du patient. Donc, après, en théorie, le traitement, s'il peut être bénéfique dans l'ensemble de la prise en charge globale, c'est d'accord. Ça peut être intéressant pour faire une ligne de base du limite d'alcool, de savoir d'où on part. Après, si vous faites un accompagnement avec vraiment un travail un peu motivationnel, psychothérapeutique dessus, ça peut être intéressant de savoir d'où vous partez, de réévaluer régulièrement, éventuellement avec une équivalence en unité. Mais en fait, vous n'êtes même pas obligé de faire l'équivalence si vous avez bien dit, si vous avez un bon lien avec votre patient et vous dites à peu près ce qu'il consomme. Ça vous permet de savoir ce qu'il consomme et de voir si cette consommation globale diminue. Maxime? Et je me permets de réagir parce que on parle souvent de traitement addictolytique quand on s'oriente vers un sevrage. Mais on peut aussi commencer par la réduction des doses. Et, et du coup, je me demande si la hôtel, tu l'as présenté comme à prescrire une fois le sevrage obtenu. Ben, c'est là qu'il a l'AMM. Ah, Oui. voilà, d'accord. Oui, mais oui, après, Mais après, il peut être utilisé même si les patients consomment de l'alcool et même il est plutôt efficace pour aider ouais, à réduire ses consommations, à reprendre le contrôle en fait. Oui, parce que moi, typiquement, le hasard fait que hier, j'ai eu un jeune patient de 22 ans qui, j'avais pourtant parlé d'alcool en 2021, 2022, puis début 2023, puis il me disait non à chaque fois. Puis là, boum, il vient, puis il me dit c'est plus possible. Voilà. Tout le monde s'inquiète parce que je bois 24 bières. Je dis oui, mais il me dit ben, par soir. Ah bon, bon. Et du coup, soit tu l'envoies direct à l'hôpital pour faire je ne sais quoi d'ailleurs, puis il aurait refusé parce qu'il est menuisier la journée, donc il n'a pas du tout envie de. Soit, eh ben, il faut commencer sans doute doucement. Donc, il ne s'agit pas de savoir si c'est 24 bières et rien d'autre. Il y a un petit verre de rosé, manifestement, le week-end, il y a aussi un peu de Ricard. Bon, mais la semaine, c'est surtout 24 bières. Bon, coup de bol, ils vendent des packs de vin. Donc, la première décision médicale partagée qu'on a mis ensemble, c'est de savoir dans 8 jours et qu'il allait essayer de taper que dans des packs de vin. Alors, ça ne se prescrit pas, ça, parce que ce n'est pas des packs de vin. Mais plus que de savoir les unités d'alcool, ça peut savoir d'où on part et peut-être s'en servir pour savoir de combien on peut réduire. Un peu comme les paquets de clopes. La personne elle a un paquet, donc 20 clopes par jour, elle ne va pas passer de un paquet à 0. Peut-être que si elle revient dans 15 jours et qu'elle a fait l'effort et qu'elle est à 16, c'est pas perdu. C'est des concepts sur lesquels on ne s'appesantit pas ce soir parce qu'on a pris une partie de ne pas vous parler en fait de la partie la plus importante du travail dans l'approche éducologique et pas la partie de prescription en réalité. Mais comme la partie de prescription, c'est vrai qu'on en a parlé, on en entend souvent parler, c'est vraiment des sujets sur lesquels on communique quand même souvent ou sur lesquels on peut trouver quand même des informations relativement facilement. On avait préféré parler finalement de qu'est-ce qu'on pouvait faire en termes de prescription dans les deux grands axes finalement un peu aujourd'hui en addictologie. Le premier axe qui va être l'aide un petit peu à se sevrer dans l'écologie et le deuxième axe qui va être de réduire finalement les consommations et les risques associés. La majeure partie du travail, c'est le repérage, c'est l'accompagnement, c'est d'accompagner le patient dans son changement de comportement et c'est pas effectivement notre prescription. Imaginez bien que la prescription dont on parle ce soir, ça va être le coup de pouce qui fonctionne, c'est ce qu'on veut vous montrer en réalité, c'est qu'il y a bien une efficacité de ce coup de pouce et que ce serait dommage finalement de ne pas l'utiliser, tellement on a besoin de toutes les armes à notre disposition pour aider nos patients finalement dans leur changement de comportement. Alors, une question qui peut rebondir un petit peu sur ton propos sur les suivis en psychothérapie, c'est question à quel moment vous passez un suivi pluridisciplinaire? Dans ma modeste expérience, j'ai constaté que le suivi pharmacologique seul chez ce type de patient peut souvent avoir des limites. Surtout tout à l'heure, à la question de savoir à quel moment parler d'alcool, on a cité beaucoup de facteurs de risque, de facteurs de stress. C'est ça. Donc ça rejoint un peu. On l'a peut-être pas bien dit, mais jamais d'accompagnement pharmacologique seul. Voilà. Je pense qu'il faut le dire très clairement. Voilà. C'est une réponse. C'est une réponse. On pourrait peut-être, pour répondre, je vous ai un peu brossé les possibilités en soins premiers avec ceux qui travaillent en cabinet de groupe, parce qu'il y a des médecins plus à l'aise que d'autres sur cette question-là. En maison de santé, on est en pluripro de facto. Moi, j'ai la chance d'avoir des super collègues, mais je suis quand même obligé de leur dire que, par exemple, la diététicienne de la maison de santé a un rôle. C'est-à-dire que
à savoir par quoi on peut compenser l'alcool, comment arrêter de fumer sans grossir, enfin ce genre de trucs, elle a un rôle. Elle n'est pas addictologue, elle n'a pas un DU d'alcoolologie ou autre, mais elle peut bosser. Les infirmiers, les kinés, c'est pareil. Puis après, vous savez, en organisant CPTS, alors surtout, ça s'appelle la CPTS autour, on peut sans doute vous dire où il y a en ville des soignants accessibles et peut-être plus à l'aise et qui auront une autre approche que vous en complément. C'est pour ça que en soins premiers, c'est pas inutile. Alors après, il faut peut-être pas diluer le message non plus en multipliant le nombre d'intervenants, mais pas tout seul. En tout cas, moi, je vous encourage à ne pas rester tout seul. Après, je ne sais pas, vous n'avez pas l'expérience de l'approche pluripro. Bah oui, oui, parce que je pense que c'est justement dans les centres d'addicto, c'est des équipes pluridisciplinaires où le leitmotiv du truc, c'est de dire qu'on ne suit pas un patient tout seul. Jamais le patient, il voit au moins deux professionnels à chaque fois dans le centre, justement parce qu'on sait que les addictions, c'est des choses qui nécessitent plusieurs compétences et plusieurs personnes parce que tout seul, c'est trop compliqué, quoi. Et donc, en effet, dans les messages un peu clés, c'est vrai qu'on est parvenu sur tout ça. J'aurais peut-être dû refaire un truc un peu plus clair en introduction, mais c'est un patient addict, ça se prend en effet pas en charge tout seul. Le médicament tout seul, ça ne va pas marcher. Et c'est une prise en charge vraiment globale, pluridisciplinaire et sur la durée. Ça, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on ne dit pas assez sur les patients addicts, c'est que c'est potentiellement des prises en charge très longues et qu'en fait, ça va être un peu tout au long de leur vie et que ça nécessite c'est un accompagnement vraiment plus qu'un soin instantané. Je pense que ça, c'est important. Vous pourrez compléter si vous êtes d'accord. Mais quand on a, même mon jeune de 22 ans hier, et à un moment donné, faut prendre conscience, faut faire prendre conscience au patient que son trouble de la consommation d'alcool lui a donné, en tout cas c'est le cas de mon patient d'hier, tous les signes d'une dépendance à l'alcool, qui est une maladie. C'est pas juste une consommation comme ça devient une maladie qui est chronique. Et je crois que quand le mec se rend compte que c'est pas seulement je picole trop, c'est j'ai une maladie chronique. Et qui dit maladie chronique dit suivi à long terme, dit risque de rechute. Ça fait partie de la maladie chronique. Et je lui ai dit hier, on va faire ce qu'on peut. Je ne serai pas tout seul, on commence doucement, et puis peut-être qu'un jour ça va rechuter, et puis peut-être que c'est pas dans 5 ans, c'est dans 15 ans, on verra. Mais je crois que ça a du sens quand même, quand les gens prennent conscience qu'ils ont tout d'un coup une maladie chronique. Oui, ça fait partie. Après, c'est partie de la psychoéducation d'expliquer. En fait, ça fait partie aussi de l'entretien en addicto, d'expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, comment on va prendre en charge. Non, tu veux dire quelque chose? Si, c'est ça, en fait, c'est des problématiques complexes. Donc, toutes les problématiques selon addictives sont multifactorielles, donc elles n'ont pas de solution simple. Donc, la solution d'un seul traitement qui corrigerait la problématique multifactorielle, c'est utopique. Nous, c'est vraiment ce qu'on veut vous dire, c'est vraiment un repérage, un accompagnement pluriprofessionnel, un accompagnement au long cours sur le changement de comportement avec la prise en compte et l'action, si possible, sur ces facteurs multiples qui participent aux consommations ou à l'entretien des consommations. Et parmi les solutions à notre disposition, on peut rajouter des traitements, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Vous voyez le bien que c'est un peu ce qu'on vous parle, ce dont on vous parle comme traitement soir, c'est un peu une potentialisation du reste de toute l'approche qui est finalement l'approche plus fondamentale. On vous parle vraiment du bonus qu'on peut rajouter, qui peut optimiser un peu votre approche générale et globale de votre patient qui a un problème de l'usage de l'alcool. Boris, avant qu'on lance la soirée, avait je trouve un bon parallèle. Dès que vous prenez un patient en charge qui a une dépression, par exemple, on apprend assez classiquement que ça va être l'association d'un traitement et d'une psychothérapie. Et dans certains cas de figure, même une psychothérapie en priorité est plus ou moins d'un traitement qui va être plus efficace que juste la psychothérapie toute seule ou juste le traitement tout seul. Là, en l'occurrence, on est un peu dans le même modèle en prenant en compte que c'est vraiment l'accompagnement addictologique du changement qui va être ultra prédominant, mais qui peut être potentialisé, ça va être encore plus efficace potentiellement si on sait quoi prescrire à quel patient. Parce qu'il y a aussi ça, vraiment, c'est aussi important. Gardez bien en tête que c'est un bonus, entre guillemets, de potentialisation de votre travail général. C'est que faut savoir à qui on les prescrit. C'est pour ça qu'on vous donne des petits détails, c'est qu'ils ne vont pas être utiles pour tous, ou dans toutes les situations. Il faut vraiment les choisir, il faut les connaître. Ensuite, il faut les choisir en fonction de leur particularité.
pour les situations qui sont vraiment propres à chaque patient. On l'avait mis un peu dans la newsletter, vous avez mis des petites subtilités qui sortent dans les méta-analyses, par exemple. Si on prend l'AOTAL, bah, on se rend compte que ce sera par exemple plus efficace chez quelqu'un qui a plus de 40 ans, qui a plutôt un profil anxieux, ce qui se comprend parce que c'est une action GABAergique, on l'a vu, et qui en plus finalement a commencé ses consommations plutôt sur le tard, pas avec des gros cravings. Mais c'est bien expliqué, en tout cas, c'est cohérent en plus avec l'élection du médicament. Si on prend par exemple plus la naltrexone, ce sera plus utile chez des patients qui ont commencé à consommer très jeunes, qui ont des gros cravings et qui ont des consommations avec une grosse perte de contrôle, par exemple, voire même qui sont dans les polyconsommations. Alors, c'est pas ça le problème avec les obsèques, et on augmente encore plus l'efficacité de notre petite technique de potentialisation, si vous voulez, de l'approche par le traitement, dès qu'on a cette petite subtilité de pratique, connaissance en tout cas. Et ce que vraiment, ce sur quoi on veut inciter ce soir, c'est qu'ils ne sont pas si compliqués à utiliser. Alors, bien sûr, ils ne s'utilisent pas tout seuls, mais si vous faites déjà un super travail sur toutes les étapes précédentes, bah, ça peut être pas mal d'avoir ça en plus dans votre poche. Oui, il me restait Parce qu'il il me restait juste Une diapo, il y a aspect. une question qui est sortie avant ton prochain diapo, alors je sais pas, mais parce que c'est peut-être une question qu'il faut revoir dans le fond. Oui, bon. J'avais cru comprendre qu'on ne cherchait plus une abstinence, mais une consommation raisonnable et non à risque, mal compris. En fait, c'est le contrat avec le patient, non, c'est ça? Exactement. Ah, pardon. Non, mais c'est très bien. Boris, réponds aux questions. Non, mais je suis animateur, hein, je ne veux pas manger le travail d'expert. Mais non, c'est ça, ça dépend vraiment du protocole que vous mettez en place avec le patient au départ. Euh, ça va dépendre de chaque patient. Euh, en fait, je veux dire, vous n'avez pas d'objectif particulier. Hormis de parler de l'alcool et de pouvoir accompagner votre patient et de repérer les conséquences négatives que ça va avoir pour lui et du coup potentiellement de lui renvoyer pour que lui puisse ensuite rentrer dans une démarche de changement. Mais l'objectif final, c'est le patient qui va le mettre. Et je pense que c'est important du coup de le responsabiliser là-dessus en lui demandant comment il voit les choses, lui. Parce que vous serez surpris de voir à quel point nous, soignants, on est assez hésitants en disant, bon, allez, réduction des risques ou simple ou carrément sevrage. Et bien, le patient, lui, il est beaucoup plus tranchant, hein. Par exemple, mon gars de 22 ans, il m'a dit, non, mais je vous demande de l'aide pour calmer. Mais 22 ans, bien sûr que je vais avoir de l'alcool dans ma vie, quoi. Et de temps en temps, vous avez quelqu'un de 50, 60 ans qui a déjà deux divorces, perdu son boulot, 3 fois le permis, machin, qui, quand il arrive à se calmer, il dit non, mais moi, je ne veux plus en toucher, quoi. J'en ai chié, ça fait 30 ans que j'en chie, maintenant c'est fini, je ne veux plus prendre le risque. Et donc, finalement, il vous donne la réponse. Et posez-leur la question, c'est important aussi qu'ils se responsabilisent sur l'objectif. Nous, en tant que soignants, on peut rester sur des considérations historiques. Pendant longtemps, ça a été le sevrage. Ça a été alcool ou pas alcool. L'alcool, c'est mal, et en gros, il ne faut pas en boire. Et on était vraiment sur des approches qui prônaient vraiment le sevrage à tout prix et l'arrêt total de l'alcool le plus longtemps possible. Et c'est plus récent, alors je n'ai pas les dates en tête, mais ces approches comme ça de réduction des consommations et de maîtrise des risques, encore plus récentes, sont des approches beaucoup plus récentes, mais en fait, elles se complètent. C'est en fonction de comment vous avez orienté et contexté du choix du patient qu'on va pouvoir aller suivre, finalement, plutôt d'aller travailler sur un sevrage et un arrêt des consommations ou travailler sur finalement une réduction des consommations et des risques. C'est vrai que moi, l'ultra majorité des patients en pratique, ils ont envie de continuer à consommer. On est dans une société où quand même l'alcool a une place, je dirais, sociale, dans nos rites sociaux même, qui est hyper importante. Et les gens sont rarement, hors cas de figure particulier, ou en tout cas après un temps particulier de travail sur lequel ils ont dit que ça ne fonctionnait pas, mais ce n'est pas d'emblée une approche d'arrêt. Et puis, c'est cohérent aussi avec les recommandations qui disent que... Parce qu'après, les gens, des fois, ils font l'amalgame et ils pensent que boire un petit peu, ça passe, donc fumer un petit peu, ça passe aussi. Là, c'est pas le même délire, hein. Il vaut mieux fumer un paquet de clopes une fois par semaine et rien du tout le reste du temps. C'est moins toxique que 3 clopes tous les jours. Donc, le tabac, c'est sevrage. L'alcool, ça se discute. Mais c'est pas évident des fois de faire prendre conscience de ça. Et puis, si on veut aller plus loin, est-ce que c'est grave de s'envoyer un rail de coke le samedi soir de temps en temps, si tu prends pas de la bagnole derrière, si tu n'as pas les enfants à gérer, si tu n'as pas de complications socio-professionnelles après? Bon, je ne sais pas s'il y a des recours. Ça, c'est une prochaine soirée. Ouais. Alors, c'est illicite, c'est vrai que c'est illicite, mais d'un point de vue médical,
effectivement, je pense qu'il faut différencier. Il y a beaucoup de consultations au conseil et on voit la question comme qu'est-ce que je veux pour la santé de mon patient. En fait, c'est plutôt des projets de vie. Et peut-être plutôt poser la question de ce passe qu'on a au patient parce que ça leur permet de se projeter. C'est un peu ça dans l'entretien motivationnel où l'idée c'est de faire un peu rêver le patient sur son projet de vie qui soit suffisamment, entre guillemets, sexy pour qu'il ait envie de mettre des moyens au service de ce projet. Il n'y a que comme ça qu'on pourra les accrocher en fait. Donc c'est vraiment parler du projet de vie, de ce qui fait rêver le patient. Hein. Juste, je voulais peut-être compléter ce que vous disiez par rapport, il y avait une question sur à quel moment on met en place l'accompagnement. Je pense que ça, c'est quelque chose, c'est la même chose, c'est basique, un peu comme réponse, mais chaque moment nécessite un accompagnement différent. Et en fait, le type d'accompagnement dépend de l'outillage dont le patient a besoin à un moment T. Donc, il y a certains moments où ce qu'on a besoin, c'est réduire les cravings, parce que c'est ce qui met en difficulté. Il y a un moment où ce dont on a besoin, c'est le sevrage, parce que c'est les consommations chroniques qui mettent en difficulté. Il y a un moment, ce qu'on a besoin, c'est apprendre à dire non, parce que c'est ce qui peut mettre en difficulté. Il y a un autre moment où c'est apprendre à manger différemment, parce que voilà. Et donc, c'est vraiment en fonction de l'outillage dont le patient a besoin au temps T qui détermine l'accompagnement pluriprofessionnel qu'on montre du patient. Merci Céline. Oui, Donc, Caroline, pour la dernière diapo, merci, une petite diapo. pour achever la soirée. Ah, elle est belle. Elle est magnifique, on a donné envie. Alors, elle donne envie. On a peut-être perdu des participants là. C'était juste pour vous illustrer, pour vous illustrer vraiment l'efficacité par rapport entre chaque médicament. Donc ça, je me suis de moins en moins bien. Non, c'est bien. Donc, en tout cas, on voit bien que quand même se détache principalement la naltrexone et la camprosate, vraiment par rapport aux autres, et qu'après, vous avez le disulfiram qui est un peu son épingle du jeu, et après, en effet, il en existe tant à d'autres, des traitements, hein. Mais on va dire que vous pouvez oublier, parce que c'est vraiment réservé, en gros, d'ailleurs, on voit que ça marche pas très bien, en fait, c'est que vraiment, quand on a publié cette soirée qui a fonctionné, on essaye un peu plus, quoi. Mais c'était vraiment pour vous trouver un peu en image, quand même, il y en a deux qui tirent leur épingle du jeu et qui ont vraiment un effet, et que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont accessibles à votre prescription, c'est pas très difficile à prescrire. C'est bien, c'est bien. C'est pour conclure en ce moment. Non, non, je ne l'avais pas bien vu au départ. Tu as une question? Oui, il y a une question. Oui, il y a une question. Il y a une question sur la durée préconisée de ces traitements. Quand et comment arrêter? C'est plus en effet, c'est le complément de la question. Quand et comment arrêter? Ça doit être une bonne question. Non, non, en fait, ça va faire mais j'en ai pas vraiment des heures de patient, en fait, et de la tolérance du traitement. Il est bien toléré, que ça rassure votre patient, que vraiment ça l'aide à gérer ses contrôles ou à maintenir l'abstinence, j'en ai bien une petite. Et après, pour l'arrêter, si vraiment il veut l'arrêter, le média, il s'arrête, quand la naltrexone, il s'arrête normalement, il n'y a pas d'effet de sevrage. Et pour la Otal, il faut faire progressivement. Mais pareil, c'est un peu pour un peu la question. Puis tu as. Mais par contre, je vous ai dit le baclocure, c'est une dimension progressive. Donc on a dit gabapentine, c'est une question sur gabapentine? Non, j'ai cru. Ah ouais, c'est ça. C'était prescrit dans le cadre d'un trouble, on t'avait répondu. Oui, je l'ai complété. Avec tous les traitements. Ça, c'est vraiment plutôt de la en soins primaires. La GABA. Ça peut, mais. On peut prescrire de la quétiapine, on peut prescrire d'autres choses. Il y a plein de trucs qui existent qu'on peut prescrire, mais honnêtement, c'est vraiment réservé à des cas vraiment très particuliers. Quand il y a aussi, ça peut être pas inintéressant, vous voyez, sur un profil qui a un trouble anxieux généralisé, voilà,
dès qu'on se pose la question si le traitement il va pouvoir avoir un coup de pouce sur plusieurs problématiques à la fois, pourquoi pas? Mais on reste là dans la prescription spécialisée, on s'éloigne un peu du propos de ce soir qui est de vous proposer vraiment des choses utilisables en soins primaire. Donc voilà, et en plus, tout ça, on vous le montre, vraiment une efficacité très limitée. Donc retenez pas ça. Retenez pas ça. D'accord. C'est parce qu'on l'a prescrit aussi dans le cadre des douleurs neuropathiques. Douleurs neuropathiques, ça peut avoir des intérêts dans l'anxiété généralisée. Donc, c'est pas inintéressant dès qu'on a des petites idées comme ça. Pourquoi pas si vous avez déjà cette prescription en effet pour une douleur, mais n'attendez pas que ça change la donne drastiquement, en tout cas sur la problématique addictive. Il y a une remarque de Serge qui dit: j'ai lu un an pour la Composap. Oui, effectivement. C'est ce que j'ai mis. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que les études qui montrent la supériorité du Revia et de la Composap, c'était sur l'année suivant le sevrage, où ça montrait de manière significative que ça a doucement la réduction de l'arrêt de maintien de l'abstinence. Et je crois le maintien de l'abstinence pendant 1 an après le sevrage. Mais moi, j'ai compris qu'on faisait quasiment pas d'abstinence en soins premiers. D'accord. Hein? Non, mais j'ai quand même suivi. Hein. Non, mais c'est vrai que par pratique. Donc, il y a 1 an, c'est pour le maintien de l'abstinence. C'est pas pour. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, mais d'un autre côté, c'est pragmatique, c'est ce qui se passe dans la réalité. Bah, ça, c'est le boulot de chercheur universitaire. Comme si on parle de la durée du traitement, du maintien de l'abstinence à des addictologues qui travaillent ensemble depuis, ils vont vous dire le traitement, c'est 3 ans. C'est important quand même sur une soirée comme ça, c'est est-ce que c'est utile? Est-ce que vous avez encore appréhension à éventuellement il y a quelque chose qui vous effraie? Est-ce que vous vous sentez capable de le faire? Tu veux une réponse sur les discussions, par exemple, en disant ouais. Je sais pas, Qui va essayer de prescrire de la OTAC et de Revia? Voilà, en gros. Pas chez son pire patient, mais sans n'attendre que de cette prescription-là, finalement, un changement, bien sûr. Non, tout le monde dit rien. D'accord, personne. On n'a convaincu personne. Non, mais on est tous. Ah, merci Maureen. Ou votre tour d'expérience. Bah oui, moi je peux en faire plein de retours, mais. Est-ce que vous avez d'autres questions en termes peut-être de prescription ou d'accompagnement? Ah bah attends, j'ai toutes les questions. J'avais déjà prescrit le Sélincro, je vais essayer la Outal. Pour le Sélincro, il y a un fascicule pour patient, il faut le demander au labo. C'est sur Paris. Déjà prête, prescrit dans quelques situations. Bon, bah, ça roule, hein. Après, je me permets juste de compléter. Là, c'est le mois sans tabac en novembre. En janvier, c'est le Dry January. C'est pas un truc officiel. Je crois pas que Santé publique France. Et c'est une association anglaise qui avait lancé le mouvement. Et c'est vrai que ça va être pas mal repris. C'est quand même. On pourrait toujours avoir l'impression que ça sert à rien, ces trucs grand public. Et en fait, si les gens qui consomment, qui sont vraiment empêtrés dans les consommations dont ils ne savent pas se sortir, expriment bien que ça peut être l'occasion d'oser aborder le sujet sur un truc qui était tabou depuis longtemps. Donc peut-être qu'en janvier, voilà, avoir une attention particulière sur ce sujet en disant, bah, je vous pose l'alcool parce qu'en plus c'est le Dry January, donc quelque part, ça vous légitime davantage s'il le fallait votre rôle de prévention là-dessus. Il y a Pierre Tarot qui veut poser une question avec le micro. Tu as levé la main. Non, il a dit que... Oui, tout à fait. Merci. Ah, pardon. Vous m'entendez? Oui. Ouais. C'était pas vraiment une question, c'était plus des remarques. Merci beaucoup pour la présentation déjà et pour aborder le sujet qui est important. Donc, moi, je suis médecin généraliste au XAPA 37. J'en profite pour placer un petit mot, puisque le XAPA, c'est le centre d'addicto ambulatoire.
c'est pas que je veux faire de la pub, on a vraiment pas besoin de plus de patients, mais ça peut être intéressant aussi de le nommer. Euh, on est aussi disponible pour des avis, hein, mais pas forcément, même si les patients ont pas envie de venir nous voir ou que c'est trop loin ou qu'on n'est pas dispo. Enfin, on a plein de freins à l'arrivée au XAPA, on le sait, mais on peut aussi éventuellement répondre à vos questions pour des traitements ou pour des choses comme ça. Et puis, je voulais en profiter aussi pour quelques tout petits points de détail, mais qui sont, je trouve, super importants pour insister un peu dessus, même si de tout ce qui a été dit était super. Sur le traitement du sevrage, sur les benzodiazépines, euh, on vous en avez vraiment parlé comme d'un traitement du sevrage des benzodiazépines. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'en addicto, ça devrait n'être que le traitement du sevrage, c'est-à-dire un traitement en cure très courte et en décroissance progressive. Ça, c'est hyper important puisque malheureusement, les benzodiazépines ont souvent été aussi considérées comme le médicament de l'alcool. Ça ne règle ni le craving, ni les consommations, ça règle rien du tout, ça règle juste les symptômes du sevrage. Et il faut absolument que ce traitement s'arrête très vite, puisque la catastrophe, c'est les gens qui sont dépendants à l'alcool et aux benzodiazépines. Ça, je pense que ça vaut le coup de le marteler, puisque ça arrive malheureusement trop souvent. Et puis l'autre petit détail sur lequel je voulais insister, c'est le traitement baclofène qui a été évoqué. Effectivement, je suis d'accord avec vous, dans le traitement de soins premiers, c'est compliqué, c'est pas forcément un bon traitement à mettre en place. Par contre, c'est un traitement qui a un syndrome de sevrage très sévère, qui est quasiment aussi dangereux que le syndrome de sevrage de l'alcool. Donc, le petit message, c'est si jamais vous voyez passer un patient qui a une prescription de baclofène, baclocure en cours, il faut commencer par lui renouveler et qu'il ne soit pas en panne. Et puis après, on voit quoi. Très bien. Très bien, merci, merci Pierre. Je pense que la personne qui a demandé pour le SNACSPA, Pierre Tarot pourra répondre directement dans la discussion à la personne qui a demandé comment on fait en pratique. Tu mets ton 06, Pierre. Merci. Alors, on va préciser aussi pour les questions d'avis générales, c'est que cette soirée, elle est comme d'habitude organisée par le dispositif justement de coordination et de travail avec les médecins généralistes, justement avec le groupe un peu de travail avec les médecins généralistes de psychiatrie 37. On a du coup 4 pour le dispositif et on a toute une formation plus ou moins étoffée en addictologie, mais on a même une addictologue dans l'équipe. Donc, pour tout ce qui est avis aussi sur votre pratique de soins primaires, si vous utilisez déjà médecine générale psychiatrie 37, sachez qu'on ne répond pas à que de l'avis psychiatrique pur. Sur les problématiques psychologiques, problématiques psychiatriques, bien sûr, ça fait partie de notre champ de compétences premier. En fait, c'est une problématique addictologique qu'on vous répond également, hein, avec du coup le moyen d'action habituel, c'est-à-dire vous laissez du coup un mail sur notre boîte d'avis, on vous répond dans moins de 15 jours. Donc, n'hésitez pas. S'il y a des situations particulièrement complexes, bien sûr, on vous invitera plutôt à vous orienter sur le SAPA, hein, voilà, et sur, du coup, vraiment une approche vraiment spécialisée, une question vraiment spécialisée sur des situations complexes. Après, voilà, on maîtrise quand même une bonne partie. Comme je vous dis, on a une addictologue dans l'équipe, donc on a quand même un bagage de compétences qui nous permet aussi de répondre sur des questions d'addiction et en tout cas de problématiques addictives. C'est vrai qu'on a peu communiqué sur le sujet parce qu'on se présente comme psychiatre, mais en fait, on a cette balance-là aussi. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions autour de problématiques addictives, quelles qu'elles soient d'ailleurs, puisqu'on est formé sur des aspects aussi bien de problématiques d'addiction comportementale que d'addiction sur des produits ou des substances. Alors, bien sûr, si vous nous sollicitez sur l'ayahuasca ou des trucs comme ça, on ne va pas vous répondre, voilà, et ça, on laissera le SAPA y répondre, mais sur des problématiques vraiment courantes, opiacés, alcool, tabac, problématiques comportementales, ça, on sait tout à fait vous répondre. Très bien. Merci Pierre-Yves. De toute façon, c'est des actions complémentaires. Il y a du travail assez pour tout le monde, hein, donc, et en plus, si on peut communiquer ensemble, c'est encore mieux. C'est parfait. On a une remarque de Serge. Hein. Bon, bah, je pense que ce n'est pas une question, c'est un encouragement et des remerciements. Merci beaucoup Serge. C'est une soirée utile, message clair tenu, aborder le sujet de l'alcool, être modeste sur l'accompagnement que nous pouvons proposer aux patients. Donc, partage complètement. Bien, je pense qu'on va pouvoir mettre un terme à cette soirée riche en discussion. Et on va pouvoir se donner rendez-vous pour une prochaine soirée thématique. En février, si on ne dit pas de bêtises. Pendant les vacances au ski. Alors, on essaiera hors vacances. On essaiera hors vacances.
Mais ça hors vacances. Et une toute dernière question. On conclura. Alors, Marie Borel. La dernière. La dernière, parce qu'il faut vraiment, on a des impératifs de garde d'enfants à nos âges. En pratique, pour un patient également dépendant aux opioïdes ou sous traitement substitutif, on évite le traitement, point d'interrogation. Oui, c'est ça, je pense. Je pense qu'elle peut préciser Marie Borel, mais sinon, ça va être excellent. Et sinon, les autres, non. Il reste la Hotal. Si c'est un sevrage, non, c'est un sevrage. Péradis, c'est vraiment le sevrage. C'est pas la consommation raisonnée, le Valium. Hein. On est d'accord. Mais tu l'as présenté comme ça, mais c'est toujours bien que le message soit redit. Tu sais, c'est soirée de formation, c'est la redite, c'est très important. Bon, bah, tout le monde est content, tout le monde nous a quittés, nous on est très contents. On vous souhaite une bonne pratique de soins, pour les patients et pour vous-même. Et puis on se retrouve février. février. Donc, si vous avez des idées à nous proposer, allez-y. On a 3 idées en tête pour l'année qui vient. Oui. On a la prescription des thymorégulateurs et plutôt des questions autour de la question de la bipolarité en fait, qui revient souvent, parce que c'est une dépression, une maladie bipolaire, et est-ce que je prescris, et qu'est-ce que je peux prescrire en soins primaires, qu'est-ce qui est facile de prescription parmi les thymorégulateurs. On a les mêmes soirées possibles, finalement, quoi prescrire devant une symptomatologie délirante ou comment être à l'aise avec plutôt des prescriptions neuroleptiques. Et on a fait une 3e thématique plutôt ado, parce que l'année prochaine, on commencera à répondre à des avis plutôt pédopsychiatriques, on recommuniquera sur le sujet, mais on pourra faire une soirée aussi sur ce qu'on appelle le refus scolaire anxieux ou une autre thématique plutôt orientée pédopsychiatrie. Donc ça, on communiquera dessus et vous recevrez du coup l'information l'année prochaine. Et n'hésitez pas si vous avez des idées. Très bien. Eh bien, bonne soirée et à plus tard et bonne fin d'année. Au revoir. Au revoir. L'enregistrement, c'est parti. Ouais, Au revoir. Quittez.